Vous connaissez les GAFA, qui ne connaît pas les GAFA. On va parler des Gamma avec Laurence Lafont. Bonjour Laurence. Bonjour David. Rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utile. Pourquoi, c'est quoi les Gamma? Parce qu'on a Google, Apple, M de Microsoft et le A de Amazon. On a viré Facebook. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que l'actualité, c'est qu'il y a quelques jours, Google est rentré dans ce cercle très fermé des boîtes qui sont valorisées plus de 1000 milliards. Ou qui l'ont été, parce qu'Amazon est repassé en dessous, mais enfin bon. D'accord, voilà, de club en tout cas des 1000 milliards de dollars. Club des 4, club des Gamma. En quoi ça vous pose problème? Quel est le souci là? Moi, ça me pose vous pas devriez problème. être content. Ça me pose pas problème du tout. C'est juste que la performance sur les derniers mois est assez étonnante. C'est-à-dire que si on fait le point depuis septembre, Apple a pris 45%. Je crois que Microsoft a pris 30%, Alphabet 25%, Amazon 10%. Donc on a une moyenne en gros de 30% sur ce groupe des 4 plus grosses capitalisations du marché américain. Et du monde? Non, maintenant avec les Saoudiens, non. Oui, avec Aramco, sur Medco Aramco. Oui, mais c'est particulier, ouais. Aramco. Non, je suis d'accord. Et c'est pas très sain, c'est ça cette hausse? C'est pas très simple. L'accélération de fin non, mais d'année. il y a un effet de mode évident. C'est que si vous interrogez, vous savez, en début d'année, il y a toujours des sondages qui sont menés auprès des gérants, des hedge funds, etc. Quelle est votre stratégie pour l'année? Le truc que tout le monde cite, c'est les Gamma ou les GAFA, ce que vous voulez, enfin les grands groupes technologiques de croissance américains. Et ça marche tous les ans. Ça marche tous les ans, si ce n'est que début 2019, c'était pas ça l'année dernière. Après la chute, il y avait le sentiment à évoluer. Là, ils sont à fond dessus, c'est le truc le plus populaire. Vous interrogez les investisseurs particuliers, c'est la même chose. Si vous les interrogez, est-ce que la hausse d'Apple va se poursuivre? 80% vont dire oui. Donc il y a un sentiment de marché qui est énorme. Ils sont acheteurs, ils y croient. Faveur, bien sûr. Ils sont cohérents. Oui, mais alors quel est le réservoir d'acheteurs si tout le monde a acheté sur ces groupes-là? C'est la question qui se pose. Et surtout, quand vous regardez dans le détail, c'est que ce n'est pas lié aux fondamentaux. Bon, évidemment, il n'y a pas eu d'accélération soudaine de la croissance de ces groupes-là depuis septembre. Mais il n'y en a même pas. C'est quoi l'explication? Alors l'explication. Roulement de tambour. L'explication, ce sont les liquidités, encore une fois, de la Fed. Ah, mais on dit ça à chaque fois. Bah ouais, mais on dit ça pour le MH. Alors vous prenez. Pourquoi plus d'ailleurs? Pourquoi ça s'appliquerait plus? Cet argent se déverserait plus? Et il faut expliquer en quoi est-ce que les liquidités de la Fed font monter les GAFA, mais ça fait monter le marché au sens on commence par quoi? Déjà, ce sont les plus gros groupes. Donc, ouais. Ils pèsent dans l'indice. L'année dernière, je crois qu'ils ont fait la moitié de la hausse sur 2019 de l'indice S&P 500. La moitié du S&P 500, de la hausse du S&P 500. C'est 4 groupes, ou 4-5 groupes qui font tout. Vous avez, aujourd'hui, vous savez, il y a ce phénomène de gestion passive. Gestion passive, c'est quoi? C'est vous achetez un produit qui va suivre la performance d'un indice. Ce qu'on appelle les ETF. Voilà, il y a un engouement là-dessus. Quel rapport entre les GAFA et les... Ah oui, parce que c'est le poids. C'est le poids. Ah, et puis vous avez surtout, dans ces ETF, de plus en plus d'ETF investis sur ces GAFA, même que lorsque ce n'est pas affiché dessus. Il y a un exemple tout bête, il y a un tracker végan qui a voulu surfer sur la mode du végan, d'accord, qui a été créé. Le vegan? Ouais, le vegan, ouais. La première ligne, c'est Apple. Oh, il y a du Apple. Bah ouais, c'est vegan, Apple. En même temps, tu ne manges pas, donc... Non, mais enfin voilà, ça alimente, et vu que ça pèse énormément, ça fait boule de neige, etc. Mais donc ça attire les liquidités, et les liquidités, donc à partir de septembre, vous vous rappelez qu'il y a eu un problème sur le marché interbancaire aux États-Unis. Et la Fed qui a dû mettre une tonne de blé. Voilà, qui en met toujours. Elle a commencé en disant ça va durer 1 ou 2 semaines, il y a un petit accro, c'est rien. Ça fait 4 mois et demi qu'elle injecte de l'argent. Mais comment ça se retrouve dans l'action Apple? 400 milliards d'injectés sur les marchés. Ouais. Parce que qui se fournit sur le marché interbancaire? Les banques et les hedge funds, indirectement. Et alors, plus de liquidité, vous avez la possibilité d'investir de démultiplier vos investissements sur ces groupes-là, et vous avez un engouement de dingue qui vient capitaliser là-dessus. Donc, elle a déversé 400 et quelques milliards, c'est énorme. La pente des injections de liquidité est plus forte que lorsqu'il y a eu la crise en 2008 sur Lehman. Wow. Donc, l'effet sur un marché qui était déjà bien orienté, vous le voyez sur les cours. Et d'ailleurs, les valorisations sont en train de se déconnecter. Et c'est ça, ce qui vous tracasse, moi je le connais, il est tracassé là. Ouais, ça me... Ouais, non, je vois bien. C'est qu'il y a une forme de décorrélation qui pas insoutenable, mais qui aujourd'hui est très forte justement entre la hausse des cours boursiers et les fondamentaux de ces boîtes-là. Ouais. Mais ils se portent très bien, ça va, c'est bon. Non, mais ils se portent très très bien, je les plains pas, tout va bien pour eux. Si ce n'est que plus vous grossissez, c'est le truc classique, plus vous grossississez, plus votre croissance ralentit, plus ça devient difficile. Oui, mais les croissances sont encore à des chiffres, j'ai pas ça en tête, mais c'est 23%, 40%. Alors, faisons le point sur Apple. Faisons le point, Lorraine, s'il vous plaît. Faisons le point, David. Apple, depuis, on prend un peu d'espace, depuis 2016, on va dire, depuis 3 ans, l'action a triplé.
D'accord. x3. Les bénéfices d'Apple ont fait quoi? Le résultat opérationnel d'Apple a fait quoi? Il est flat. Non. Il est flat. Non. Si, c'est la même boîte qu'il y a 3 ans. Il gagne autant d'argent qu'il y a 3 ans. Le chiffre d'affaires, c'est il gagne autant d'argent qu'il y a 3 ans. Autant d'argent. Apple. Oui. Et le cours boursier a fait x3. Ah ouais. Le chiffre d'affaires a pris 20%. Vous prenez Microsoft. Alors Microsoft fait mieux. 37% de hausse du chiffre d'affaires. 68% de hausse du résultat opérationnel. C'est bien. L'action a fait x3. Donc forcément, les ratios qui existaient il y a encore quelques temps sont partis dans la stratosphère. 30 fois... Allez, regarde un peu les PER, le ratio cours sur bénéfice. 30 fois les profits sur des groupes qui pèsent 1000 milliards. C'est énorme, qui 1400 milliards. Qui est à 30? Alors les trois, les Apple, Microsoft, Alphabet, donc Google sont à 30 et quelques. Ouais, bon, 30, oui, c'est cher, mais c'est pas non plus... Oui, enfin, Apple se payait 10 fois, donc 10 fois il y a 3 ans. Et Amazon est à 80, Amazon toujours spécial. Mais voilà, donc en termes de croissance, rien ne justifie la marche en avant de ces groupes. Là, quand vous regardez les courbes, elles sont exponentielles en bourse, c'est assez étonnant. Et c'est vraiment ces injections de liquidités qui sont venues rajouter un élan supplémentaire sur le bout de la comète. Et c'est étonnant au moment où, justement, quand vous regardez les fondamentaux de ces boîtes, les inquiétudes s'accumulent pour l'avenir. Ouais. On disait déjà que plus un groupe est gros, plus il a tendance à ralentir. Et si vous regardez donc ces grands géants de la technologie américaine, la croissance, bon, ok, on vient de le dire, n'a pas été démentielle. C'est très beau à ce niveau-là, c'est magnifique, ils sont très rentables, c'est pas dément. Et surtout, vous avez une régulation qui menace de plus en plus ces groupes-là, parce que, on le dit, ça fait peur aux États, ça fait peur à d'autres entreprises, donc il y a aussi des lobbies qui jouent. La campagne présidentielle américaine cette année va renforcer ces discussions-là. Les démocrates sont à fond sur le côté on veut casser ces grands groupes. Trump était déjà à limite au cours des dernières années. Il y a beaucoup de pubs avec la campagne américaine. Il y a beaucoup de pubs et beaucoup de qui ça, c'est un impact pour Google, la publicité. Ok. Quand vous regardez les innovations de ces groupes, qu'est-ce qu'a fait Apple depuis l'iPhone? Quelle a été la grande innovation d'Apple? Ils ont vécu, c'est une vache à lait. Ça se voit d'ailleurs dans le résultat, on l'a dit, c'est stable. C'est une vache à lait, mais il n'y a pas eu d'innovation, il n'y a pas eu malgré tout ce qu'ils investissent, malgré toute leur capacité et leur domination, il n'y a rien eu de nouveau en termes d'innovation. Google, Alphabet avait 90% de ses revenus dans la publicité il y a plusieurs années. Leur objectif, c'était de se diversifier, d'investir énormément pour trouver des relais de croissance. C'est toujours 90%. Ouais. On est toujours sur les mêmes niveaux Donc le ressort, on le tend en termes de valorisation, on le tend, il peut encore se tendre, et ça se trouve, on se reverra dans un an, et vous me redirez la même chose, et on sera assis sur que 30% ou 40%. On vient de parler des injections de la Fed, elles sont à surveiller. Il y a une forte corrélation entre les deux. La Fed évoque peut-être mi-février la fin de ses interventions sur le marché interbancaire. Si vraiment il n'y a pas de problème, il va falloir que ça s'arrête tout le monde. Ça fait 6 mois qu'elle injecte de l'argent. En achetant des obligations de court terme, c'est ça? Voilà, pour donner du cash en face. Kaplan, hier de la Fed, a quand même dit... C'est qui Kaplan? C'est un membre de la Fed, donc c'est la tête de la Fed de Dallas. Ouais. Il a dit c'est en train de jouer sur les valorisations et ça encourage la spéculation. Petit signal qui est envoyé. Ouais. Il était temps de s'en apercevoir. Donc à vous écouter, il est trop tard maintenant, c'est ça votre point de vue? Disons la conviction de Monsieur Propos-Utile, c'est de dire que... on est en termes de valorisation, c'est tendu. C'est trop tard de miser sur... Oui, je pense que si quelqu'un se dit... Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes qui se disent est-ce que maintenant il faut que je rentre? C'est incroyable le parcours de ces boîtes. Franchement, c'est un peu tard. Pour vous, le risque désormais est supérieur au... Le risque, au potentiel limité, notamment si ces injections de liquidité s'arrêtent. J'espère que vous ne serez pas déjugé dans les 6 mois et qu'on va se prendre 30-40% de hausse. C'est vrai. En 2018... Parce que là, ça sera la risée, vous direz sur YouTube, en 2018, sur Google. On avait dit qu'il y avait un extrême aussi, un excès comme ça sur les GAFA, et ça avait fonctionné derrière. On verra. Voilà, point de vue signé Laurence Lafont, qui mouille le maillot, rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utile. Merci Laurence. Merci David.